ce symposium d'échange entre ma consoeur, qui est avocate et médiatrice de couple, va échanger avec le professeur Thierry Troussier autour de l'intimité dans le couple, autour des questions de consentement, du moment de la rencontre, je pense. Enfin, c'est une surprise, on va voir ces échanges, et puis tout au long de la relation entre deux personnes consentantes. Je vous laisse débuter. Donc on va introduire, je vais laisser l'introduction, si tu veux bien, Anne Marion, mais Anne, on peut t'appeler Anne. Très bien, avec merci. Plaisir. Voilà. Je suis très intimidé parce que c'est à la fois la femme et l'avocate et on a eu beau travailler ensemble. Je reste toujours très intimidé par rapport à Anne Marion. Allons-y. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup au professeur Thierry Troussier, à la chaire UNESCO et à toutes les personnes concernées de cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir venir parler du dialogue sous le prisme du consentement. C'est un sujet qui est tout à fait épineux, le sujet du consentement. Et celui du dialogue me paraît devoir vraiment être exploré, puisqu'aujourd'hui, on constate l'absence de dialogue entre les genres, entre les sexes, entre les personnes en général, dans les relations ou dans les familles. Et on peut avoir tendance, dans un esprit un peu divisant, à en retirer des revendications. Et je crois que ce qui est urgent, c'est de trouver des ponts, en fait, de trouver des ponts, d'éduquer au dialogue, à l'expression de soi et à l'écoute de l'autre. Donc, avec Thierry, on a beaucoup dialogué pour préparer cette matinée. C'était un bel exercice. Thierry et moi, on n'a pas tout à fait le même âge. On n'a pas le même genre, nos corps ne portent pas le même sexe, on n'a pas la même science, puisque moi j'ai une culture juridique et de psychologie du conflit. Je ne suis pas du tout scientifique et je ne suis pas du tout médecin. Et par moments, on a pu avoir l'impression qu'on n'était pas d'accord, mais en réalité, on n'était tout simplement pas au même endroit. On n'emploie pas les mêmes choses. Et c'était emblématique du fait qu'on a le fantasme que l'autre comprend ce qu'on dit, que même il sait ce qu'on pense et qu'il sait ce qu'on sent. Et en réalité, non seulement c'est inexact, mais c'est à peu près impossible. Donc le dialogue, c'est une subtilité, c'est une éducation qu'on ne reçoit pas aujourd'hui. On ne reçoit pas d'éducation à la capacité à traverser les désaccords. On est souvent figé à l'idée d'un désaccord. Moi, je le vois en tant qu'avocat et en tant que médiateur. Quand je propose des pistes, on me dit « oui, mais il va me dire que » ou « elle va me dire que ». Et je dis « oui, et alors ?» C'est-à-dire qu'on n'ouvre même pas la fenêtre de se dire « on ne va pas être d'accord, donc on s'arrête là ». Et en fait, il y a des possibilités, mais c'est une éducation, c'est une culture à acquérir, d'aller au-delà et de traverser, de transformer la situation. Donc au final, avec Thierry, on a vraiment bien échangé, on s'est nourris mutuellement, et on va essayer de pouvoir comme ça répondre aux questions de ces charmants étudiants qui sont venus aujourd'hui et de vous tous dans la salle. Pour compléter, donc, comme vous l'avez entendu, nous sommes une chaire engagée, et en fait, le consentement m'intéresse parce que les indicateurs mondiaux sur les mots MAUX liés à la relation et au rapport sexuel sont incroyablement énormes. Plus de la moitié des grossesses ne sont pas programmées dans le monde. Tout ça pour un mauvais dialogue. Préservatifs non utilisés, c'est aussi une histoire d'intimité, de consentement, d'égalité à deux. Non-contraception ou non-accès à la contraception, non-accès à l'éducation, c'est aussi des histoires de consentement et d'égalité. En fait, nous allons aborder avec Anne, avec deux points de vue différents. C'est pour ça que moi, je m'engage sur le plan de la santé et des indicateurs. Je me dis que si
on n'éduque pas aux droits humains, aux valeurs, c'est comme ça que nous conclurons, et donc à la relation de l'intime, nous ne pourrons pas améliorer les indicateurs au niveau français et mondiaux tant qu'ils touchent à la sexualité, car ça touche à notre intimité et ça touche à ce que je suis et à ce que l'autre est. Et comme le dit très bien Anne, très souvent, nous n'avons pas été sur le même territoire et je pense que dans nos vies, on n'est souvent pas dans le même territoire que son ou ses partenaires. Voilà. Est-ce qu'on commence avec les questions du coup? On y va. Du coup, je propose peut-être de faire un petit rappel pour débuter, qui serait donc de définir et de nous montrer les différences entre le désir et l'amour. Bien, donc je vais commencer. Alors, moi je vais être très cadré. Donc, dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on nous dit du désir? C'est une tendance qui porte à vouloir obtenir un objet. C'est très intéressant, l'objet connu ou imaginé. Ça peut être une tendance consciente, mais c'est aussi la notion d'anticiper, alors pour la sexualité, un plaisir sexuel auprès de quelqu'un. Bon, et Platon nous disait sur le désir que c'est un manque que rien ne peut combler. Et je terminerai par la notion du désir qui est un processus, c'est un élément, c'est un élan vital, c'est une force. Il n'est jamais au même endroit et il est forcément dans l'interactivité avec l'objet ou la personne désirée. Tout à fait. Pour moi, le désir, c'est principalement une énergie. En fait, moi, je suis beaucoup plus attentive au mouvement, à l'élan. Et je ne sais pas si, comme dit Platon, rien ne peut combler le désir. Je pense que c'est peut-être pas ça l'important. Peut-être que l'important dans le désir, c'est d'avoir cette énergie qui nous pousse à aller vers l'autre, à rechercher un accomplissement qu'on trouvera ou qu'on ne trouvera pas. Finalement, est-ce que c'est si important? Et d'autre part, le désir, il est jamais constant. Et je vais citer Stendhal, qui disait que le désir sexuel est comme des cristaux de gelée qui fondent sous les premiers rayons de soleil au printemps. Ce qui veut dire que si on va parler de consentement et désir, eh bien, il va falloir parler du consentement régulièrement et en rediscuter, et c'est ce que nous allons faire tout au long de cette matinée. La deuxième, vous avez demandé l'amour. Alors, bon, l'amour, c'est une base plutôt émotionnelle, sentimentale, et qui est à distinguer du désir qui est plutôt peut-être la notion d'impulsion. On verra si on est capable d'avoir est-ce que le désir c'est seulement le kairos, la rencontre qui va créer le désir, et est-ce que le désir peut rester dans le chronos, dans le temps, et comment on peut dans le temps faire perdurer le désir, voire le consentement. Et donc l'amour a besoin, l'amour réciproque a besoin de temps. Et donc c'est là où on fait appel à ce qu'on appelle le chronos. Et nous verrons que l'amour et le désir vont évoluer au cours d'une relation. Et comme il y a les 4 saisons dans nos années, et on commence un printemps un peu précoce et chaud, eh bien c'est un troisième temps qui est le eino, qui est le temps du cycle qui revient et qui nécessite à chaque fois de remettre sur la table, sur le métier, la renégociation et la parole entre deux êtres qui s'aiment, qui se désirent, ou du moins qui sont dits, qui s'aimaient et qui se désiraient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce sont les bases qui conditionnent le consentement? Oui, alors je vais reprendre la définition du consentement. Oui, il faut à 10 cm Ouais, mais je crois du qu'il... micro. Ah, c'est bon. Ok. J'ai demandé du coup les bases qui conditionnaient le consentement. Alors, moi, je vais être court parce que consentement n'a pas de définition définitive dans le monde, c'est des définitions de travail, et elle se définit par l'inverse, et je laisserai donc notre avocate, et non moins femme, définir donc ce qui n'est pas un consentement. Alors, le consentement, quand on regarde ce qui est dit au niveau international, c'est fou. On est sur le chemin du consentement, voilà ce que je dirais. Alors, ça doit associer et, c'est pas ou, et.
Je le lis. C'est OMS. La compréhension et la capacité mentale de comprendre ce qui se passe. Donc ça pose tout le problème des handicapés mentaux, tout le problème de l'âge, inférieur à 15 ans chez nous, supérieur, etc. La connaissance des normes socio-culturelles dans lesquelles nous sommes, dans le pays dans lequel on est, et quand on est une chaire UNESCO internationale, on ne peut pas connaître toutes les normes dans le monde, donc c'est un travail interculturel à partir des communautés. La conscience des conséquences, comme je vous dis, c'est comme si on pouvait prévoir toutes les conséquences quand on va dire bah oui, je t'aime, oui, je te désire, oui, pourquoi pas avoir un rapport sexuel. Qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui viennent? Accords et désaccords doivent être respectés. C'est-à-dire on peut donner son consentement et le retirer, et les deux doivent être respectés, et ça peut être dit dans un temps différent, ou ça peut être dit dans le même temps sur certains territoires et d'autres non. Et enfin, et je laisserai la parole à Anne, sur le libre choix volontaire et sans contrainte. Alors, dans la culture juridique, on retrouve la question du consentement dans deux branches du droit principalement. Il y a le droit pénal pour vérifier s'il y a eu un acte illicite, délictuel. Donc si la personne qui a participé à un acte sexuel était consentante ou si elle a subi une violence, si elle a été contrainte. Donc la notion de consentement est assortie de la recherche de l'existence d'une contrainte. Il n'y a pas de consentement s'il a été donné sous contrainte en matière pénale. Et c'est une notion aussi très classique dans le droit des contrats. On trouve beaucoup le mot consentement en droit des contrats puisqu'on vient chercher si le contrat est valable, si le consentement a été libre et éclairé. Et alors on vient dire le consentement à un contrat n'est pas libre et éclairé s'il a été donné sous l'effet de la violence, de l'erreur ou du dol. Je ne vais pas vous donner un cours de droit civil, ce n'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse là, c'est de voir que moi, en tout cas dans ma culture, quand on dit qu'on consent, c'est qu'on accepte une proposition. Donc ça veut dire que le cadre est posé avant. Donc je vous propose de vendre ma voiture, de vous donner telle prestation de service. On examine de quoi il est question. Il faut une information complète, il faut être libre d'esprit, et puis si ça nous convient, on dit oui. La difficulté en matière de sexualité, c'est que on consent à quoi ? On consent à l'inconnu, d'une certaine manière, puisque un même geste sexuel ne produira pas le même effet 2 fois de suite, à supposer même que les 2 fois, on soit dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui se mettent en œuvre, qu'elles soient émotionnelles, physiques, environnementales, culturelles, qui font que entre lundi et vendredi, je n'aurai pas la même réaction, pas le même ressenti, pas le même plaisir, pas le même vécu, avec éventuellement une même pratique. Donc on consent à l'exploration. Et c'est vraiment, pour moi, quelque chose de très difficile, ça, et de très épineux avec la question du consentement, c'est que dans la notion de consentement, il y a nécessairement une prise de risque. En plus, il y a 2 personnes ou éventuellement plus qui sont concernées. Et donc, il faut que les 2 consentent à partager quelque chose qui est dans leur intimité, dont elles vont avoir des difficultés à parler, et sans qu'elles sachent précisément comment ça va se passer en réalité. Donc, si on va jusqu'au bout, et une autrice comme Maya Mazoret a beaucoup écrit là-dessus en disant il faut consentir tout au long de l'acte sexuel. Je ne sais pas si c'est réaliste, on peut se dire, et puis je ne sais pas si c'est romantique, et puis je ne sais pas si c'est propice au plaisir en fait. Donc c'est ça la difficulté, c'est que aussi si dans un acte sexuel on recherche du plaisir et ce n'est pas toujours le cas, on va en parler. Est-ce que ça va avec le fait de consentir toutes les 2 minutes ? Ce n'est pas du tout évident. Donc, qu'est-ce que c'est que le consentement ? À mon sens, le mot est un petit peu difficile si on s'en réfère à sa définition traditionnelle, qui est de dire « je consens à quelque chose qui m'est proposé d'avance et sur lequel j'ai reçu des informations ». En matière de sexualité, ça me paraît compliqué.
Donc comment ça commence à devenir complexe. Je sens que ça va être difficile. Donc ça va nécessiter un dialogue. Ça va nécessiter, on me demande les bases, d'être sincère. Bon, il va falloir être sincère du début, plus tout le reste de notre relation. Or, notre relation va évoluer. L'âge, le métier, les déplacements. On se connaît au bout d'un moment. On se connaît même parfois bien, voire parfois trop bien, et plutôt les côtés peut-être difficiles à supporter dans la vie quotidienne. Et pourtant, il va falloir redialoguer sur des bases différentes, puisque je connais l'autre beaucoup mieux qu'au départ, quand on avait consenti ensemble à une relation. Et c'était un peu ces discussions que nous avons eues tous les deux. Alors, on a tenté d'être sincères. Et ça, c'était une base de notre dialogue, sur le consentement de travailler sur la matière, réciproquement. C'est ce que nous avons. Et nous avons remis en cause en permanence, jusqu'à la fin de nos échanges, la notion du consentement éclairé, on va le voir dans un instant, pour terminer sur les parties sombres et l'ombre du consentement, les parties noires que nous avons appelées du consentement, qui existe et dans lequel nous vivons. Alors, les bases, pour moi, sont les valeurs des droits humains, donc je ne vais pas trop insister, vous les connaissez. Il y en a 4 grandes valeurs auxquelles notre chair a ses piliers. C'est l'égalité, la notion de fraternité et de bienveillance, donc un amour de type fraternel. On n'est pas dans un amour charnel de plaisir. La liberté, comment elle se concilie avec un engagement à long terme, et la dignité, à mettre en rapport avec l'honneur, mais aussi la honte, le tabou qui touche la sexualité. Donc ça questionne, ça nous questionne, même si on se base dessus, on voit bien que le consentement est un chemin dans lequel les valeurs sont des références, mais dans lequel nous allons avancer peut-être pas de façon si clairvoyante que ça, et peut-être avec les yeux bandés, en étant sur l'ensemble des 4 autres sens que celle de la vue, pour appréhender l'autre dans le temps et le processus. Mais toi, tu les as complétés par des valeurs humanistes qui n'étaient pas celles auxquelles nous seulement on se réfère. Alors, je te laisse. Oui, ce sont des valeurs qui m'apparaissent, moi, que je vois dans les médiations que je dirige. Pardon pour ce mot, j'en trouve pas de mieux là tout de suite. Quelles sont les qualités de la relation ou de l'échange entre les partenaires qui va permettre qu'on ait un consentement sincère et loyal? Il y a une question de loyauté aussi sur laquelle je pense qu'il faut qu'on se penche. Donc, les partenaires vont avoir besoin de faire preuve l'un à l'égard de l'autre d'altérité, c'est-à-dire d'admettre que non, oui, on a envie d'une fusion, de ne faire qu'un, on est amoureux ou pas, ou simplement on est désirant, donc on se fait plein de représentations, mais en réalité, il y a cette altérité, et de s'obliger à se souvenir que l'autre est différent de moi, et qu'en tant que différent, il est formidable. Et qu'il est différent, donc éventuellement, il ne va pas avoir envie d'une chose dont moi j'aurais envie, mais d'aller chercher en fait ce qui se passe en lui pour comprendre, c'est-à-dire lever les malentendus, parce que je vais moi tout de suite nourrir une croyance sur ce qu'est l'autre, sur ce qu'il ressent, sur ce dont il a envie, sur ce qu'il attend, mais c'est souvent assez projectif, on le sait très bien, et donc c'est de remettre l'autre à sa place dans sa singularité. L'altérité, c'est une valeur très importante. La tolérance, c'est-à-dire être ouvert, faire preuve d'une forme d'équanimité par rapport à la différence, pas se montrer choqué, pas faire pression, mais être tolérant, être ouvert, ça va, on est tranquille. Et donc ça va avec le respect, qui est la dernière valeur. Enfin, c'est pas la dernière, mais en tout cas c'est celle que je vais vous citer en dernier. Savoir faire preuve de respect envers l'autre, c'est se donner une chance que le rapport ou la relation qui va avoir lieu aura été sincèrement consentie. Je pense qu'on peut laisser la parole aux étudiants pour des questions. Quelles sont les qualités exactes d'un consentement ? Les qualités.
les qualités exactes d'un consentement? Alors, là, je vais laisser Anne-Claude, parce que moi, j'étais un petit peu blanc, et Anne-Marion. Et Anne, elle a deux outils qu'elle utilise dans la médiation, en tant que médiatrice, et que je souhaiterais que tu nous présentes, parce que moi, je les ai découverts et j'ai apprécié. Et puis, j'aime bien les infographies, les outils pratiques, donc on l'écoute. J'ai repris, alors j'ai lu ça il y a très longtemps. Dans ma formation à la médiation, il y a un ouvrage qui est une espèce de best-seller d'un Américain, donc qui se lit très facilement, comme souvent les bouquins des psychologues américains, qui s'appelle Être adulte en amour, et qui nous parle des 5 A. Donc c'est pas moi qui les ai inventés, mais je les ai observés. Qu'est-ce qui fait qu'on est adulte en amour et donc on va être raisonnable, entre guillemets, dans notre rapport avec l'autre et qui va favoriser la durabilité du couple? Eh bien, donc il y a la réciprocité dont on a parlé tout à l'heure. Il faut que le consentement soit réciproque. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas que moi qui ai envie, bien sûr. Et ce n'est pas parce que moi je vais proposer quelque chose qu'on va se dispenser dans notre dialogue de me demander si vraiment je suis d'accord, parce qu'il faut qu'il y ait une rencontre en fait, c'est-à-dire que les deux personnes doivent pouvoir déployer leur monde, déployer leurs attentes et dire qui ils sont. La réciprocité. Il y a l'attention à soi, c'est-à-dire voilà, ça va aussi avec le fait de pouvoir surmonter un désaccord, c'est être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi quand il y a telle situation. Je m'écoute. Si je ne suis pas capable de parler, je change de pièce, je vais passer un coup de fil, je vais me laver les mains. C'est une attention à soi, c'est aussi trouver des petites stratégies. S'il y a un petit moment un peu crucial, de se dire, ok, je fais un pas de côté, parce que là, il se passe quelque chose, et je fais le point. Et l'attention à l'autre, bien sûr, c'est-à-dire être attentif aux signes que l'autre me renvoie, même s'il ne parle pas, qu'il y a un malaise. Il y a l'appréciation. Donc l'appréciation, c'est le côté réflexif qui suit l'attention. Il ne suffit pas de décoder en 2 minutes, mais c'est l'appréciation, pouvoir vraiment apprécier la situation. Faire preuve d'affection, donc voilà, on peut être tout simplement au-delà de respectueux, affectueux les uns avec les autres, ça n'engage pas beaucoup et ça permet une détente qui fait que le consentement sera plus librement refusé. L'autorisation, c'est-à-dire que laisser l'autre libre, c'est le pendant de l'altérité d'être qui il est et de faire ce qu'il souhaite. Et puis la sincérité, c'est-à-dire si je dis oui, c'est oui. Et ça, c'est aussi une question, j'ajoute ça au 5A, c'est la sincérité, la loyauté, c'est une qualité à mon avis du consentement. Si je dis oui, c'est oui. Alors, s'il y a une contrainte, il n'y a pas de débat. Mais parlons de situations d'intimité de couple plus usuelles. C'est-à-dire que s'il y a un malaise, il faut que je puisse le verbaliser. Si j'y vais et que c'était pas bien, je ne veux pas forcément dire « Ah mais en fait, j'avais pas envie » parce que c'est un retrait rétrospectif. Alors, je sais que c'est très difficile ce que je dis parce qu'il y a la question des violences sexuelles qui est toujours sous-jacente où on se dit « Mais non, mais en fait, il y a une pression morale parce qu'on est dans une culture patriarcale, etc. » C'est vrai. Et c'est contre ça qu'on lutte. Et c'est contre ça qu'il faut qu'on soit éduqué à supporter les désaccords et à dialoguer. Voilà. Non, pas tout à fait, parce que tu m'avais surpris avec les 4 pieds du tabouret d'une relation durable. Et là, tu m'as presque fait tomber du tabouret. Donc, elle nous dit qu'il y a 4 pieds dans un tabouret. Bon, qui me semble, je ne vais pas parler d'une relation de couple, mais d'une relation tout court. La sexualité, la tendresse, l'admiration et la vision du monde partagé. Alors évidemment, quand elle m'a dit ça, j'en cherchais d'autres. Vous pouvez peut-être en trouver d'autres, mais là où elle m'a scotché, c'est 1 en moins, on peut compenser. Sexualité, tendresse, admiration, vision du monde partagé. 2 en moins, on tombe. Et donc là, ça a été une petite discussion entre nous, et c'est vrai que quand il manque 2 de ces 4 pieds du tabouret, eh bien, on est quand même très mal à l'aise dans le dialogue, c'est ça, hein? Ouais. Oui, c'est ça. Et ce que j'aime bien dans ces 4 pieds, c'est que la tendresse complète la sexualité, et l'admiration vient poser une demande de renouvellement qui est saine dans le couple. Il faut continuer voilà, d'admirer l'autre ou d'être admiré, donc... alors, c'est pas être un surhomme ou une surfemme, mais c'est simplement
donner le meilleur de soi, renouveler la relation. Et puis la vision du monde partagé, c'est vérifier qu'on partage les mêmes valeurs. Et donc, voilà, ça fait des jolies perspectives de dialogue. À vous? Et pour continuer, on se demandait quelles sont dans ce cas les limites du consentement. Donc, les limites du consentement, c'est... Ça nous a fait un peu peur, enfin moi ça m'a fait un peu peur, mais elle m'a dit il faut qu'on l'aborde parce que en fait la sincérité, la loyauté, évoluer, continuer à parler, remettre sur le bureau ce que nous croyons acquis, et puis finalement découvrir que l'autre qui est à côté de nous, c'est pas forcément la personne qu'on connaît. Alors quelles sont les limites dans lesquelles on consent et qui ne correspondraient pas à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent? Donc là, vous voyez, ça commence à se compliquer. Alors, on va les aborder différemment, certainement mélangés, mais pour essayer de voir clair, parce que j'aime bien voir clair, il y a l'emprise. On peut être sous emprise et pas de pouvoir faire autrement. Il y a le calcul non dit, évidemment, et ça, on va en discuter quand on est notamment dans une relation plus que dans un rapport. Il y a ensuite la systémie, le système dans lequel on est, dans lequel on se réfère, et dans lequel, eh bien, en fonction des cultures, bien, pour certaines cultures, on dirait, mais ça, c'est pas du consentement, et dans d'autres, c'est du consentement. Il y a l'estime de soi, plutôt le manque d'estime de soi. On a commencé à en parler, mais le consentement, c'est pour pouvoir en dialoguer, il faut encore s'aimer. Mais si on ne s'aime pas, on peut consentir à des choses auxquelles on peut regretter et dans lesquelles... eh bien, on aggrave son estime de soi. Et enfin, et donc à aboutir à ce moment-là à une violence tournée vers soi. Donc, on peut peut-être aborder différemment. Donc ça, c'est les mots-clés qui fait qu'on peut consentir, or, ça ne correspond pas aux qualités et aux bases que nous avons dit jusqu'à présent. Donc, vous voyez, ça commence on est plutôt dans la pénombre que dans la lumière. À toi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a cherché à explorer toutes les situations où il y a un petit Larsen, où on consent, mais en fait, on ne se sent pas très bien. Pour explorer un petit peu, quand on parle de violence systémique, on peut penser déjà au mariage. Alors, il paraît que le devoir conjugal a été supprimé il y a, je sais pas, 10-15 ans, quelque chose comme ça. Mais il y a encore eu, il y a 3 ans, une condamnation d'un mari à payer à son épouse 10 000 € de dommages et intérêts parce qu'il n'avait pas de relation sexuelle avec elle. Donc, bon, ça peut se retourner aussi contre les époux. Donc ça, c'est une emprise systémique. Le devoir conjugal, le mariage. Il peut y avoir aussi... alors maintenant, grâce à MeToo, c'est en train de sauter, ça. Mais dans certains milieux... il y a la promotion canapé, pardon pour cette expression un petit peu triviale. On peut retrouver sur les archives une interview de Delphine Seyrig qui dit bah oui, moi je couche pour avoir mes rôles, mais c'est comme ça, nous les actrices, on est toutes des... Bon. Et elle le dit avec sa douceur dans son combat féministe, puisque elle a beaucoup œuvré sur ce terrain-là. Et on voit que dans certains milieux, on en passe par là. Ou bien il y a des pressions. Bon, on ne va pas refaire MeToo ici. Et puis il y a aussi quelque chose dont on parle quand même enfin ces dernières années, c'est la peur, un petit peu, on va dire, qui est tellement spontanée qu'elle n'est pas forcément formulée. Parce qu'entre les partenaires, et plus classiquement entre un homme et une femme, il y a une différence de corpulence, de poids, de force, qui fait que même inconsciemment, il va y avoir une espèce de petite pression. Et l'intellect va mouliner pour toutes les bonnes raisons pour lesquelles on va consentir. Il faut que j'entretienne la relation, il faut qu'il m'aime, il faut que... On est entre la peur... Je ne sais pas si le micro... C'est bon, vas-y. On est entre la peur et le calcul. C'est un peu complexe, ça. Et c'est parce qu'il y a une part de calcul qu'on vient souvent dire non, il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu de peur. Vous étiez intéressé, un point c'est tout.
Donc ça, c'est la part d'ombre du consentement. Et c'est une difficulté. Le droit pénal, le droit est assez inefficace pour résoudre ces questions-là. Parce que ce sont des procédures lourdes, qu'on va devoir raconter, qu'on sera mis en doute, que ça va être long. Donc la prise en charge, le droit est inapte à le faire. Et c'est pour ça que la question du dialogue et de la prise en charge sont centrales. Alors dans nos dialogues avec Anne, moi je commençais un peu à fatiguer dans nos rencontres successives, et puis elle me mettait quand même en difficulté assez fréquemment. Elle me disait que peut-être réciproquement. Alors je disais parfois, tu sais, on peut consentir par paresse, parce qu'on n'a pas envie de se battre, parce qu'on n'a pas envie de dire non et d'avoir des conséquences, et donc on se laisse aller. On peut aussi, et je discutais avec elle, tu sais, on peut aussi consentir parce qu'on ne sait pas négocier, on ne sait pas soutenir une discorde, on a peur de ne plus être aimé, de ne plus nous regarder. Et ces petites faiblesses qui s'accumulent, eh bien, sont peut-être pas très graves à un moment, mais quand elles s'accumulent, elles deviennent lourdes, et pour soi, et pour l'autre. Donc voilà ce que j'avais envie de dire en complément des parties sombres. Il y a aussi des parties sombres qui nous appartiennent tout simplement. La paresse, et puis l'incompétence dans le dialogue et dans le conflit. Comment peut-on consentir avec un ou une inconnue? Moi, je vais être court. Il y a une différence avec un ou une inconnue, il y a une différence entre les rapports sexuels qu'on va définir comme un rapport avec une pénétration physique dans lequel il va y avoir un consentement, le kairos de la rencontre, avec l'espérance d'en tirer un sexe joyeux, et avec un ou une inconnue, on ne sait jamais si le sexe a été très très joyeux et qu'on a envie de recommencer, et on commence une relation dans laquelle à ce moment-là, eh bien, on va dépasser le physique et il va y avoir de l'émotionnel, de l'engagement social, pourquoi pas aussi du mental, voire du spirituel. Et là, ça va se compliquer parce que le consentement où on a dit oui réciproquement pour un sexe joyeux va devenir une relation sexuelle qui met d'autres dimensions que celle du pur plaisir physique auquel peut-être on y a accédé. Voilà ce que je dirais, la différence. Donc c'est un consentement dans le kairos qu'à la rencontre qui est immédiat, et l'autre c'est un consentement long terme. Plus complexe, non ? Oui, absolument. Consentir avec un inconnu, donc quelqu'un qu'on aura rencontré pendant quelques heures, bon, c'est pas si fréquent qu'on ait un rapport sexuel avec un inconnu absolu, encore que ce sont des situations qui existent. D'une part, il y a une prise de risque, donc il faut faire quand même un petit peu attention, mais il y a toujours une prise de risque. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin que le consentement soit explicite. Donc c'est aussi comment être sûr que l'inconnu avec qui on a envie d'avoir un rapport consent. Je crois que c'est aussi quand même important de renverser la proposition. C'est pas seulement comment consentir, c'est aussi comment être sûr que l'autre consent. Ça me paraît fondamental. Pour s'assurer du consentement de l'autre, il faut être clair. Aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on n'a pas encore assez évolué, on ne peut plus se contenter du langage non verbal. J'entendais une petite interview d'un jeune homme, c'était en 2016, donc depuis il y a eu quelques messages qui sont passés, qui disaient moi si la femme se passe la main dans les cheveux, c'est qu'elle a envie de moi. Bon, je ne sais pas, on pourra regarder sur la vidéo combien de fois je l'ai fait. Non, ça ne veut rien dire en fait. Donc aujourd'hui, voilà, consentir, être sûr que l'autre consent, il faut se parler. D'accord, je suis déçu. Alors, cette notion du oui et non, alors moi je tenais le dialogue à Anne, que ça se voyait si on désire quelqu'un dans le langage non verbal, ou que si on ne désire pas, on lui fait comprendre sans le dire. Parce qu'en fait, c'est quand même compliqué de commencer un rapport ou une relation, et puis de commencer à dire est-ce que tu es d'accord, ou on fait quoi là ? Alors, en plus, quand c'est la femme qui pose la question, par exemple, à un homme, ça inverse, entre guillemets,
de façon caricaturale les rôles, et ça met en difficulté, et là, l'autre, il ne sait pas quoi répondre. Et donc, c'est là où il vit ce que peut-être beaucoup de femmes, mais pendant de nombreux siècles et années, ont vécu quand un homme proposait et qu'elle ne savait pas répondre. Et donc, c'est le non-dit. Et le non-dit, Anne m'a dit, écoute, ça ne se passe pas tout à fait comme ça sur le non-dit, parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, le non-dit, ce n'est pas positif. C'est plutôt, c'est que je ne suis pas d'accord, mais je ne sais pas le dire. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Oui, il y a deux choses. Thierry, avec ton expertise, tu connais parfaitement les signes en langage non verbal qui sont le témoignage d'un désir, d'une pulsion sexuelle. Je ne sais pas si j'ai les bons mots, je suis désolée. Mais on sait aujourd'hui que c'est pas parce qu'on a une excitation et donc les pupilles dilatées, je sais pas qui, je sais pas quoi, qu'on a un désir ou qu'on est consentant. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on peut quand même savoir que, enfin, ça a été dit, il peut y avoir une excitation, mais pas de consentement. Donc, les signes en langage non verbal, en attitude corporelle, d'une part, peuvent être mal interprétés. Ça, c'est une première chose. On peut se tromper sur ce qu'on voit. Et deuxièmement, ne suffisent pas à caractériser l'accord de l'autre pour s'engager dans un rapport sexuel et dans une relation. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut lever les malentendus. Maintenant, c'est vrai que la parole sur le sexe, on ne sait pas très bien faire. C'est pas forcément le moment quand on s'apprête à avoir un rapport sexuel ou une union sexuelle avec quelqu'un. C'est pas forcément le moment d'employer des mots crus. Ça dépend des sensibilités de chacun. Parler de sexe, ça excite, ça perturbe, ça choque. Ce n'est pas une parole anodine. C'est comme des images de nus. Moi, j'avais eu cette discussion sur le naturisme. Pourquoi est-ce qu'on interdit aux femmes de se balader seins nus dans la rue ? On ne va pas rentrer dans ce débat, mais voir la sexualité et parler de sexualité, c'est une expérience particulière. Donc, et on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, on ne connaît pas tous des poésies érotiques. Peut-être qu'il faut aussi mettre ça au programme, enfin, j'en sais rien, pour parler de choses de façon belle. Mais comment on fait pour à la fois lever les malentendus, se comprendre et en même temps nourrir un moment où on est censé se laisser aller quand même. Donc c'est un peu ça. Vous venez plus ou moins de répondre à ma question qui portait sur, en fait, peut-on ou doit-on toujours exprimer verbalement son accord ou son désaccord pour un rapport sexuel. Donc c'était un peu... Je crois aussi que ça dépend si les personnes se connaissent très bien. Après, il peut y avoir des codes. Mais en tout cas, il y a une attention à soi et à l'autre qui est nécessaire. Il y a d'autres questions ? Comment le désir s'initie-t-il dans le cadre du consentement ? Comment le désir s'initie, c'est ça ? Oui. Dans le cadre du consentement ? Oui, c'est la notion de consentement à long terme. Est-ce que ça veut dire un désir réciproque à long terme ? La réponse est non. C'est-à-dire que le désir va être modifié dans le cadre de la relation de façon multiple en fonction du social, de l'émotionnel, du mental, de ses engagements dans la vie, et pas seulement du sexe joyeux de plaisir. Et donc, comment on peut faire naître un désir nouveau sur un consentement passé ? Voilà la difficulté. C'est-à-dire que comment surprendre sans proposer un consentement, puisque nous sommes déjà dans une relation assez longue, puisqu'on nous parle d'initier dans le temps du désir, comment s'y prendre ? Et est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme, justement, entre surprendre l'autre pour toujours éveiller son désir et être présent dans le regard de l'autre, et basé sur un consentement implicite dont on entend que Anne nous dit « Eh bien non, l'implicite, Thierry, ton système non-verbal, aussi expert sois-tu, eh bien ça ne marche pas toujours et on peut être en érection, mouillé ou avoir simplement une médria sans pour cela que j'ai envie de toi. Et je peux l'avoir et étant effrayé par peut-être ce que tu vas me proposer comme type de nouveau rapport sexuel. » Et donc, l'histoire consentement-désir dans le temps
est vraiment difficile à conjuguer et non plus à dialoguer. Tu es d'accord ou pas? Oui, oui, tout à fait. Et ce qui va être important, c'est le dialogue après aussi, hein, pas forcément seulement avant ou sur le moment, mais c'est de... Pardon? Un retour, un feedback? Non, mais c'est de dire si... Alors, il y a besoin ou il n'y a pas besoin. On ne va pas non plus trop parler, mais s'il y a quelque chose à dire, c'est aussi pour pointer la difficulté à parler d'une expérience aussi intime qu'on a vécue ensemble et de revenir en disant, bon ben... à ce moment-là, il y a eu un malaise. C'est important si on veut justement transformer le rapport en relation, de pouvoir toujours apprendre à se connaître et donc partager qui on est. Je crois que vous avez répondu à ma question, qui était est-ce que s'engager, c'est un consentement à long terme? Donc, je vais passer la parole à Noé, je pense. Ah non, mais pour moi, Non, c'est autre chose. Ah ok, bah je vous laisse parler. Alors vas-y. Enfin, pour moi, je dirais que c'est une prise de risque. Finalement, on y est. On pensait que des prises de risque, c'est transmettre les IST, le VIH, éventuellement une grossesse non désirée, que la prise de risque, c'était peut-être se prendre une fessée là où on n'a pas envie de la prendre, etc., ou des caresses là où on ne voudrait pas. Et finalement, peut-être qu'un consentement à long terme, est-ce engageant et jusqu'où on peut aller? Alors, pour moi, ce sont deux notions différentes. Il ne peut pas y avoir, à mon avis... c'est vraiment important de distinguer le consentement qui, à mon avis, doit être renouvelé en permanence et l'engagement qui peut éventuellement être à long terme, mais qui ne peut certainement pas être perpétuel. On a une espèce d'idée que le couple, c'est pour toujours et à jamais, on se marie pour la vie... les personnes que je reçois se sentent coupables de vouloir rompre, se sentent fautives, se justifient. Et moi, je leur rappelle toujours, écoutez, rompre, c'est un droit fondamental de la personne. Le mariage forcé en France, on a de la chance, ça n'existe pas. Et donc, pardon de faire du droit, la Cour de cassation l'a rappelé quand on a enlevé le juge du divorce amiable et a dit on a le droit de se marier, on a le droit de divorcer, un point, c'est tout. Donc, on a besoin... Maintenant, l'engagement, du coup, c'est s'engager à quoi? Bon, s'engager à fonder une famille, s'enrichir ensemble, partager les épreuves, se soutenir, très bien, en sachant qu'on a le droit de dire à un moment, eh bien, j'ai envie de mettre fin à notre relation. Donc, il y a les deux choses qui ne sont pas du tout au même plan et dans la même temporalité, puisqu'on peut être engagé, mais sur le plan de l'intimité, le consentement, il doit être toujours vérifié. Voilà. Et du coup, comment le consentement peut-il évoluer dans le temps, dans le cadre d'une relation? Bon, je pense qu'on y a répondu quand même en fil tout le long de cette séance. Ce que je me suis aperçu dans la discussion le dialogue que j'ai eu avec Anne, c'est que si cette discussion était loyale et égalitaire, il y avait quand même une différence dans nos perceptions et dans notre territoire. Donc mon monde n'était pas le sien et son monde n'était pas le mien, même si on tentait de se rencontrer pour dialoguer et trouver des points d'accroche. Et ça nous semblait dénué de désir ou d'une sexualité. Simplement y réfléchir ensemble à partir de nos expériences a été difficile. Et si on dépasse le non-respect des valeurs que nous avons dit tout à l'heure, qui provoque le plus souvent, quand il y a une trahison par rapport aux valeurs, des ruptures, pour s'intéresser à cette différence de perception que nous avons. Et en fait, je relisais Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et puis Sartre. En fait, la posture de Simone de Beauvoir est de reprendre ce que lui enseigne son maître et amant sur la différence. Et en fait, c'est l'égalité dans la différence. Et ça, c'est très compliqué et c'est pas toujours ce que revendiquent les féministes et le mouvement féminisme. C'est-à-dire d'avoir une égalité dans tout, bien sûr les salaires, etc., mais
limer la partie de la différence. Et nous disait Anne tout à l'heure, eh bien peut-être que lui est peut-être plus costaud, ou elle est peut-être plus costaud physiquement, ou on a une perception de pouvoir qu'il a ou qu'elle a sur moi dans la vie sociale, etc., fait que cette égalité semble décalée, mais en fait, elle existe si on met les autres valeurs liées ensemble, tout en respectant, en disant, nous sommes différents. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, nous, c'était notre conclusion dans notre dialogue à tous les deux, dans nos rencontres, depuis ces 3-4 mois, depuis le début de l'année, je crois, c'est ça, c'était justement s'apercevoir qu'on était différents l'un et l'autre, et que de façon égalitaire et loyale et sincère, on pouvait arriver à être d'accord sur nos désaccords. Ça te va, ça, d'accord sur nos désaccords? Tout à fait. Voilà. Et c'était une forme donc de consentir à ce dialogue et accepter l'autre tel qu'il était. Et pour moi, pour ma part, ne pas me faire du mal en me disant je ne suis pas obligé d'être comme elle, j'ai le droit d'être différent d'elle. Oui, oui, tout à fait. Et essayer de sortir un petit peu de nos catégories mentales normées. Comme tu le dis, Thierry, parfois c'est la femme qui a plus de force, ne serait-ce que d'agressivité, on pourrait dire. Hein. Moi, j'en vois des hommes frappés, violentés, harcelés, qui ont peur, et avec de la pression sur les rapports sexuels ou sur la révélation de l'intimité du couple. Si tu me quittes, je vais dire à tout le monde ceci, cela. Donc, je crois que c'est important de rappeler et que les hommes puissent peut-être s'exprimer aussi sur ces difficultés qu'ils rencontrent. Alors, peut-on prendre le risque de renégocier un consentement en fonction de l'évolution des attentes dans une relation ? Peut-on prendre le risque de façon réaliste, aujourd'hui, j'ai envie de dire ça dépend. Oui, il peut y avoir des conséquences difficiles parce que, encore une fois, on n'a pas le réflexe dialogue, pas le réflexe médiation. Mais on devrait prendre ce risque. Donc pour ça, il faut acquérir des compétences de négociation. Et puis, les deux mots-clés, moi, que j'ai envie de poser là, c'est la créativité qui ne peut pas aller sans la liberté. Donc la liberté d'être, la liberté d'agir, la liberté de rompre, je crois qu'il faut qu'elle soit posée, et la créativité dans la relation, dans ce qu'on va partager. Donc, quand on n'a pas la qualité de la négociation, bien on fait appel à un psychologue, un sexologue ou médiateur, médiatrice. Voilà ce que je propose. Oui, il faut qu'on va clore. Mais vous avez d'autres questions complémentaires? Des questions de la salle par rapport à vos interventions, monsieur? Vous allez avoir le micro un instant. Voilà, il arrive. Merci Marie. Je crois que c'est vous. C'est bon, oui. Bonjour, merci de me laisser la parole. Merci aussi aux organisateurs pour cette journée. Franck Marcet, je suis de l'association SIDA Info Service. J'ai deux questions. Vous avez présenté finalement une réflexion, la forme est très intéressante, mais la réflexion, elle s'appuie beaucoup sur une forme un peu idyllique des relations. Donc ma question, c'est est-ce qu'il peut y avoir consentement sans désir, dans le cas de rapports tarifés ou pour faire plaisir à l'autre ou autre? On peut voir qu'il y a parfois un déséquilibre là-dedans. Est-ce que c'est possible? Et deux, ça s'adresse plutôt à vous, madame. La France est souvent critiquée pour sa définition du viol, juridiquement, ou en termes, finalement, le consentement n'est pas explicitement demandé. Quelle est votre analyse et éventuellement, comment faudrait-il faire évoluer cette définition pour mieux prendre en compte aujourd'hui la difficulté de qualifier certaines agressions sexuelles comme des délits ou des crimes, ce que les histoires récentes ont démontré à l'envi? Pour répondre à la première, peut-être. Pour répondre à la première, la question, elle est oui. On peut consentir pour avoir une intimité avec quelqu'un sans qu'il y ait pour cela un désir, de l'amour, ou ça peut être l'espérance d'avoir un sexe joyeux, c'est même pas certain. Et on peut le faire pour d'autres raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont les dimensions sociales, émotionnelles et mentales,
dans lequel, du moment où c'est clair, comme on l'a dit, le consentement peut être réciproque avec des enjeux différents de l'un et de l'autre des partenaires, voire tarifés. Ça, c'est pour la première réponse. Sur le viol ? J'ai l'impression qu'il y a de sous-jacent sous ces deux questions, mais vous me dites si j'ai mal compris, c'est qu'est-ce qu'on attend de la sexualité ? Est-ce qu'on attend de la sexualité qu'elle réponde à un désir et qu'elle donne du plaisir dans une relation harmonieuse entre des partenaires, ou est-ce que la sexualité peut conserver sa part d'ombre ? C'est-à-dire que possiblement je vais consentir sans désir, enfin une personne, un homme ou une femme va consentir sans désir parce qu'il aura d'autres avantages. Et ces autres avantages, la question est de savoir si on les admet ou si on considère que c'est une contrainte exercée sur la personne et que donc on doit interdire une relation sexuelle qui serait acceptée, consentie pour un autre motif que l'épanouissement personnel de la personne. Alors, je ne sais pas si je vais me positionner là-dessus. Je ne sais pas s'il est bon de légiférer pour dire, dès lors qu'il y a une emprise systémique, par exemple, qui conduit à un consentement, parce qu'on pourrait dire ça aussi, que le mariage, c'était une emprise, et donc que finalement, tous les conjoints se sont mutuellement violés pendant des centaines d'années. Et tout le monde a consenti au mariage, si je peux me permettre, puisqu'on était devant le maire qui avait le devoir de fidélité et de communauté de vie, et qu'on sait que la communauté de vie, ça a été malheureusement interprété comme le fait d'avoir des relations sexuelles. Et il a fallu combien de temps pour qu'on dise non, un conjoint ne peut pas imposer une relation sexuelle à son conjoint. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas me positionner sur votre question juridique. En plus, je ne suis pas avocat pénaliste. Moi, je fais du droit de la famille et de la résolution de conflits familiaux. Mais je crois que c'est vraiment important, et c'est le sujet de l'époque, c'est qu'est-ce qu'on exige du consentement et donc sous-jacent de la sexualité. Est-ce qu'on n'est pas en train, je prends des risques en disant ça, de devenir un petit peu puritain à l'envers, c'est-à-dire que là, c'est une autre forme de norme et de contrainte. Et partant, un partenaire qui n'a pas eu de plaisir, qui a été trahi, vient dire mais en fait je ne voulais pas, oui, parce que je voulais un rapport agréable dans une relation à long terme. Et finalement, non seulement j'ai pas eu de plaisir, mais en plus l'autre me quitte. Et donc le consentement peut aussi devenir une espèce de chiffon rouge. C'est très compliqué. Je crois qu'il est urgent d'être prudent. Moi, oui. Ça marche. Vous m'entendez ? Moi, je voulais intervenir sur 3 points. Alors, le premier, d'abord, Thierry, désir, ça vient de desiderare, chercher l'étoile. Voilà, c'était juste petite chose que je voulais rajouter. Je voulais aussi intervenir sur la question de... le sentiment que j'ai, c'est qu'on est un peu hétérocentré. Et j'aurais envie aussi de dire qu'on peut peut-être parler des choses... du côté aussi des relations femmes-femmes et hommes-hommes. Voilà, donc c'est... Et puis le troisième point, qui est peut-être plus un point de vue de sexologue, c'est la question des troubles du désir que nous rencontrons finalement dans notre pratique quotidienne et qui mettent en miroir la question du consentement. Souvent, nous avons des patients qui viennent avec des difficultés de désir et derrière, c'est finalement je me force, je m'oblige ou j'ai une sexualité qui continue dans mon couple parce qu'il y a le devoir conjugal, parce qu'il faut le faire, enfin voilà. Et la question du sens de la sexualité dans le couple, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, pour moi, c'est strictement la même chose, est fondamentale. Le sens, qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'amour ? Qu'on soit hétérocentré ou dans des sexualités alternatives et des orientations homo ou pan ou bi. Arnaud, ça fonctionne ? Oui, Arnaud, vas-y. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille sur le consentement au niveau de la Confédération de sexualité humaine, donc vous aurez un joli colloque là-dessus en 2023. Et ça va me permettre de rebondir sur cette question parce que je ne suis pas sûr qu'il a eu toute la réponse à sa question. Moi, j'ai entendu autre chose. Et j'ai entendu notamment la question sur le droit, celle du droit français, qui, pour définir un viol, va rechercher le non-consentement.
le non-consentement. Est-ce que la personne a exprimé un non-consentement? Or, il y a d'autres législations, notamment par exemple c'est la législation canadienne, qui s'appuie sur l'expression du consentement de la personne et non pas du non-consentement. Est-ce que effectivement une personne qui ne dit rien, est-ce qu'elle a consenti? Or, la France actuellement considère qu'elle a consenti. C'est pas bon, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais grosso modo c'est ça. Donc, je pense que c'était ça la question. Voilà, on est d'accord. L'autre chose, tout à l'heure, vous avez dit, bon, ok, maintenant on part du principe qu'il faut l'exprimer, c'est ce que vous disiez, il faut pouvoir exprimer son consentement. Alors, ok, je suis d'accord pour un baiser. Ah oui, mais j'ai pas dit que j'étais d'accord pour des caresses sur les seins. Ok, je suis d'accord pour des caresses sur les seins. Ah oui, mais j'ai pas dit que j'étais d'accord pour des caresses sur les organes génitaux. Alors, il faut lui aussi demander. Et puis, il faut aussi qu'elle dise oui. Et puis après, c'est une pénétration, oui, mais dans telle position, etc. Bon, donc on voit bien que c'est pas possible. Et je pense qu'effectivement, c'est compliqué, comme vous le disiez. Par contre, il y a une chose dont vous n'avez, me semble-t-il, pas parlé, tout au moins vous l'avez dit en filigrane, mais ça s'est ressenti par contre dans votre dialogue à vous, c'est-à-dire que dans la notion de consentement, il y a deux choses. Il y a je consens à ce que me demande l'autre, et il y a le consentement au sens de l'expression de ce que je veux moi. Et là, ça fait appel à un dialogue intérieur. Il me semble qu'avant l'expression, il y a d'abord ce dialogue intérieur avec soi-même. Et c'est sur cela qu'il faut travailler. Il faut d'abord que moi, je sois au point avec ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Et d'ailleurs, souvent, c'est pas juste on consent, c'est je veux en désirant, je veux en ne désirant pas, je désire sans vouloir. C'est tout ça le consentement. Et effectivement, on peut accepter, et on peut accepter un rapport sexuel pour des mauvaises raisons. On peut aussi l'accepter sans désirer. C'est quand même du consentement. Et on accepte aussi parfois, pour répondre à d'autres questions en filigrane, à une prise de risque. Et parfois, certaines femmes, on va leur dire, dans un mouvement dans une optique très judiciaire ou très féministe, mais en fait, vous avez été violée. Et vous avez la surprise de voir des femmes qui disent non, j'ai pas été violée, je le voulais. Je l'ai cherché. Je voulais voir ce qui allait se passer. Oui, mais madame, c'est la définition d'un viol, ce qui vous est arrivé. Oui, mais non. Je ne peux pas porter plainte parce que moi, je l'ai voulu, ce truc-là. Même si ça s'est mal passé après. Merci Arnaud. Donc Arnaud, il est le directeur de la newsletter auquel je pense que vous êtes tous inscrits. Donc il nous fera part de la date, puisque nous sommes dans le chemin du consentement, cette étape importante que la COJE, c'est-à-dire la Confédération des différents opérateurs en France qui s'occupent de santé sexuelle, c'est tout à fait intersectoriel et multidisciplinaire, qu'il préside actuellement suite à Martine Potencier, qui est aussi dans la salle, qui a été la première présidente de cette confédération. Oui, Antonio, tu voulais dire quelque chose, semble-t-il. Bonjour. Merci pour cette session. C'est un dialogue extraordinaire, point de vue individuel, point de vue droit, point de vue de notre chaire. Notre chaire est liée aussi à la recherche scientifique. Je voudrais savoir, pour progresser dans les côtés de la recherche, quel est l'état actuel de la recherche en relation au sujet et aussi les méthodologies qui sont utilisées des bases populationnelles? Parce que toujours quand on va en santé publique, mon background c'est santé publique depuis toujours, et on va dialoguer pour faire progresser ces thèmes dans les différents pays du monde, des différentes cultures. Dans cette situation-là, on pose toujours la question du droit humain, ce n'est pas négocié. Mais la deuxième question, comment est-ce qu'on pourrait progresser avec des evidences? Voilà. Et on va toujours avoir des interlocuteurs qui vont dire « Oui, merci, messieurs, c'est très intéressant ce que vous dites, mais où sont les publications? Où sont les recherches point de vue populationnel? Qu'est-ce qui est acceptable dans cette âge? C'est utile de la recherche. Où sommes-nous? Merci.
je ne vais pas pouvoir te répondre de façon très précise, mais il y a plusieurs publications. D'abord l'UNESCO, dans le cadre de sa recherche et de sa fondation sur l'amour, qui est une participation interculturelle et dans lequel cette thématique est abordée. Ce n'est pas forcément de la recherche, mais c'est du dialogue interculturel. Et puis il y a une FPI qui a publié la semaine dernière un rapport sur justement les femmes et la problématique de leur vie intime au niveau mondial, dans lequel des chiffres apparaissent justement sur ces histoires de consentement, non-consentement, respect des droits ou pas. Donc il y a de la recherche qui existe, mais pas du tout au niveau de la chaire qu'on ne peut pas mener. Nous, la seule chose qu'on peut faire, et il y a Samoir qui est ici et qui représente le SSM, c'est-à-dire l'Europe Society Sexual Medicine, auquel on part demain, dans lequel nous allons mettre en place des modules de formation pour les professionnels de santé, dans lequel cette thématique-là fait partie, je crois, du topic 1 ou du topic 8, je ne me rappelle plus, et qui devrait être une base. Voilà. Et puis nous, avec Anne, parce que moi je me suis vraiment enrichi à son contact et dans son dialogue, ce qui était difficile, parce qu'elle est exigeante, c'est une avocate, mais comme l'est aussi Ingrid Géré. Hein. Oui, c'est aussi une femme, oui, mais enfin bon, c'était plutôt l'avocate que je trouvais exigeant. Et puis j'avais l'habitude avec Ingrid que chaque mot compte, et en tant qu'avocat, on a bien une culture juridique que la chaire a acquis petit à petit depuis une dizaine d'années. Ça nous a beaucoup apporté, enfin moi ça m'a beaucoup apporté, donc j'ai proposé à Anne, alors au départ on a dit on va écrire un livre, mais donc je pense que les livres on ne les lit plus ou plus grand chose, sauf si, mais par contre réaliser un MOOC, un Massive Open Online Courses, qui puisse avoir justement une approche plutôt interculturelle avec des collègues, ce serait pas mal. Et puis elle me parlait de podcast, pourquoi pas, et puis de participer à votre conférence, auquel peut-être qu'on aura encore enrichi nos dialogues d'ici là. Oui, bien sûr. Peut-être. Oui. Très bien. Alors, il y avait une dernière question, je ne sais pas si... Il y a deux dernières questions. Moi, je voulais juste dire un petit mot sur le champ du droit et sur la forme du consentement. Puisqu'on dit il y a la question de la législation sur le viol où on vient seulement rechercher le non-consentement, mais peut-être qu'on pourrait aussi rechercher ce qui se passe quand il y a eu consentement. Moi, je voudrais simplement rappeler, en tant que praticienne du droit, et je pense que Ingrid ne me contredira pas, il y a un fossé, enfin une falaise immense entre le droit et la réalité, malheureusement. D'abord, le droit cherche à normer des comportements, alors qu'aujourd'hui, le paradigme, c'est d'essayer de faire sauter les normes, mais tout en restant dans le respect et la dignité des droits humains. Donc, est-ce qu'on vient dire, si on vient rechercher du côté de la formalisation du consentement, jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va demander aux personnes de signer un contrat, puisqu'on va dire, bon, la sexualité, on a toujours utilisé le mot commerce pour parler de la sexualité. On ne dit plus faire l'amour, on dit faire le sexe. Et donc, comment jusqu'où on va aller pour normer les comportements sous le prisme du droit? Est-ce qu'il va falloir signer quelque chose d'écrit? Parce que la difficulté dans l'intimité, c'est qu'il n'y a jamais de preuve. Donc même si j'ai dit oui sous un pont, sous un porche, dans une chambre à coucher, dans une chambre d'hôtel, dans la voiture, n'importe où, je n'en aurai jamais la preuve, sauf à faire des enregistrements sauvages, ce qui, je le rappelle, est interdit par la loi, mais de plus en plus courant, puisque c'est admis en matière pénale. Jusqu'où on va aller? Il y a le droit, il y a la réalité des relations humaines et de ce qu'est un être humain, et il y a la question de la preuve. Il y a aussi la question de la difficulté des procédures aujourd'hui qui sont très loin de la question de la prise en charge. Est-ce qu'on est dans une logique de sanction ou de prise en charge? Malheureusement, aujourd'hui, tel que les choses existent en France, c'est assez compliqué de concilier les deux. Donc, attention avec cette histoire de consentement. Peut-être que dans certaines situations, il y a des mauvaises raisons de consentir. Est-ce qu'elles sont mauvaises parce qu'on ne va pas chercher l'amour
déjà, c'est une première vraie question. Si j'accepte d'avoir un rapport sexuel avec mon supérieur hiérarchique pour avoir une promotion, mais que je le fais consciemment et pas parce que c'est un système d'emprise qui pèse sur moi et qui fait que tout ça est extrêmement complexe. Donc la question à travers les réformes, on fait des réformes, on fait des réformes, on fait des réformes. Je crois qu'il faut vraiment se demander jusqu'où on va normer nos comportements pour garantir le consentement. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment du côté des réformes législatives qu'il faut concentrer nos efforts ou de la prise en charge et de l'acceptation de la complexité des situations? Voilà. Comment on va générer des preuves que le consentement était sincère, total, loyal, respectueux? Je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, et en même temps, il y a la liberté et il y a l'intimité. On est dans l'intimité. Donc ça me paraît vraiment comment l'ordre public et les droits humains vont se conjuguer avec l'intimité. Il y a encore deux questions. Ouais. On arrête? Okay. Bon, il y a une pause. Il y en a qui veulent poser des questions. Désolé, mais il faut qu'on respecte le timing. Il y a deux personnes qui voulaient poser des questions. Allez-y. Donc nous avons une pause.